Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau live chez Optoys ce soir autour de la thématique EasyTech et polyhandicap. En fait, on va essayer de répondre ensemble à qu'est-ce que c'est EasyTech, répondre à comment cette technologie répond aux besoins des personnes en situation de polyhandicap, en quoi consistent les concepts de la relation des causes à effet, aussi quelle est la différence entre des jouets adaptables, des jouets adaptés, à quoi ça sert un contacteur, ces boutons magiques, et aussi comment créer un cartable multimédia. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Thierry Danigo, ergothérapeute passionné. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très honorés ce soir. Oui, mais moi également. Merci. Donc, du coup, vous êtes ergothérapeute de formation avec plus de 40 ans d'expérience sur le terrain. Donc, vous avez travaillé plusieurs années, de nombreuses années auprès des personnes polyhandicapées, reçu en consultation externe au SSR de APF Mars Télé de Villeneuve-d'Ascq dans les 59. Et aussi, vous savez, en 1996, participer à la création du réseau des nouvelles technologies de APF. Aujourd'hui, ce qui s'appelle aujourd'hui, qui est devenu APF Lab les Hubs, c'est ça? APF Lab le Hub, oui. Voilà, merci. Et en plus de ça, le service a un site internet très actif, le hub.apflab.org, mais vous continuez à animer le premier site qui est devenu un peu un blog personnel, un site personnel qui s'appelle Éclat Blog. Oui, qui est en rapport avec les thématiques. C'est pas un site personnel, c'est en rapport avec les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, mais beaucoup d'autres aussi, dans le sens large de l'application des nouvelles technologies aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. J'espère que vous avez bien trouvé, que vous nous suivez bien et que vous allez poser plein de questions parce qu'en fait, l'objectif, c'est de écouter Thierry Danigo pendant son exposé. Il va pendant 30 minutes, 40, essayer de répondre à toutes ces questions. Et vous pouvez poser des questions vous-même tout le long de son exposé. Et à la fin, on va consacrer 10-15 minutes pour répondre en direct à toutes vos questions. Donc, du coup, voilà, sans plus d'introduction, je donne la parole à Thierry Danigo. Vous pouvez partager votre écran et je vous souhaite à vous tous un bon atelier. Merci Sarah. Bien, eh bien, le titre est énoncé, le service est présenté. Donc je vous propose, mais alors dans un premier temps, de définir très brièvement c'est quoi l'EasyTech et qu'est-ce que la relation cause à effet en EasyTech. Qu'appelle-t-on l'EasyTech? C'est une terminologie anglo-saxonne qu'on pourrait traduire en bon français par les technologies faciles. Tout le monde connaît les nouvelles technologies, approximativement, ce qu'elles nous apportent au quotidien. Nous sommes en train de les utiliser actuellement. Par opposition, le terme low-tech, qu'on utilise beaucoup, se rapporte aux techniques traditionnelles, utilisant par exemple les supports papier, carton, matières plastiques, etc., mais au sens noble. L'EasyTech se situe à mi-chemin, peut-être même au même niveau que le high-tech, et se propose d'adapter les nouvelles technologies pour les rendre accessibles aux personnes présentant des besoins spécifiques grâce à des interfaces et des stratégies, des modes d'accès et des actions simplifiées. La relation cause à effet en EasyTech et chez l'enfant polyhandicapé, c'est la recherche d'un mouvement volontaire, fiable, reproductible, en vue de déclencher des actions qui procurent du plaisir, une interaction sociale, en favorisant le développement de la personnalité et des apprentissages. Pour les enfants présentant un sévère handicap moteur, d'importantes difficultés motrices, ce petit accessoire, appelé contacteur,
facilitera la découverte de la relation cause à effet dès le plus jeune âge. C'est pourquoi, et chez les plus jeunes, on utilise des jouets électriques adaptés, contrôlés depuis un contacteur. La toute première catégorie de ces jouets étant les jouets de type marche-arrêt contrôlés depuis un seul interrupteur, qui va déclencher des actions d'animation ou de déplacement, des jeux de lumière, des sons, voire même des effets sensoriels. Au catalogue Open Toys, les jouets de cette première catégorie sont classés en deux sous-catégories. Les jouets adaptés, c'est-à-dire prééquipés d'un cordon permettant le branchement d'un contacteur, et les jouets adaptables, seconde catégorie, non adaptés nécessitant l'acquisition d'un cordon adaptateur. Voici par exemple quelques jouets adaptés et prééquipés du catalogue Hot Toys, sur lesquels on distingue la présence du cordon adaptateur. Voici d'autres exemples, extraits du catalogue Inclusive Technology en Grande-Bretagne, représentant des jouets de la même catégorie, mais en matière plastique, comportant en façade un interrupteur, un jack châssis pour le branchement du contacteur. Les jouets de la seconde catégorie, les jouets adaptables, nécessiteront l'acquisition d'un câble de montage, ici, proposé en option et disponible en deux versions. L'un pour les piles LR6, l'autre pour les piles LR14 et LR20. La pastille isolante du cordon devra être introduite dans le compartiment de pile entre l'un des pôles de la pile et son bornier. Le contacteur qui déclenchera l'action uniquement à condition que l'interrupteur d'origine soit en position marche. Alors, une petite astuce, parce que contrairement à cette illustration, je conseillerais de placer la pastille côté ressort du compartiment, ici, là où l'adaptateur sera le mieux stabilisé. Deuxième astuce, c'est que l'isolant constituant un corps étranger dans le compartiment de pile, il est parfois utile à l'aide d'une pince coupante de couper une ou deux spires du ressort pour faciliter son insertion. Enfin, et pour les jouets non adaptés, il est souvent nécessaire et conseillé de prévoir une fente qui va permettre la sortie du câble afin d'éviter sa compression. On pourra procéder par une petite découpe d'un angle, comme montré sur cette illustration. Alors cette technique-là, elle est transférable à de nombreux jouets du marché grand public qui entrent dans la catégorie des jouets de type marche-arrêt contrôlés par un seul interrupteur. Open Toys propose d'autres jouets entrant dans une seconde catégorie permettant des actions différentes contrôlées depuis deux contacteurs. Par exemple, ce petit chien, plutôt un contacteur pour le promener et un second pour lui faire bouger la queue et puis aboyer. Le petit tracteur Johnny, un premier contacteur pour le déplacer en marche avant et le second pour le faire tourner. Contrôler un jouet à partir de deux contacteurs est une étape importante qui associe aux contacteurs des actions différentes. Ça, c'est une stratégie d'approche qui sera peut-être demain, dans le futur, une étape importante dans un mode de désignation sur une aide à la communication. Un contacteur pour progresser d'item en item, un contacteur pour valider. Alors, à propos de jouets mobiles, voici une activité qui plaît aux enfants et qui consistera à faire tomber des quilles dans un périmètre limité. Pour limiter le jeu, on peut attribuer des points par quille tombée, jouer pendant une durée limitée pour comptabiliser un score, et surtout jouer avec son frère, sa sœur, papy, mamie, qui eux aussi utiliseront le même contacteur. Et là, je vous garantis un succès et de l'interaction.
Ici, le but du jeu, c'était pas faire tomber la quille ou tomber la quille qui a le plus de points, qui a le plus grand numéro. L'important, c'est l'interactivité sociale qui est créée au sein de l'activité. De même, exception faite de l'effet de surprise créé par l'animation d'un jouet, on ne joue pas en appuyant simplement sur une matière plastique. Il est intéressant de capter l'attention de l'enfant en lui racontant des petites histoires, en inventant l'arrivée du petit pingouin qui appelle le petit chien, pour créer des scénarios qui vont le mystifier. À propos de ce petit jouet, c'est un jouet adaptable, alors qu'ici c'est un jouet adapté. Il a été choisi en raison de son petit traîneau qui peut on peut solliciter l'enfant pour lui dire « fais venir, le petit chien va t'apporter ton ballon ou ton biberon », parce que ça, je l'ai connu en consultation externe. Alors, sur cette dia, quelques autres exemples de jouets ou d'appareils activables par contacteur, mais provoquant des effets sensoriels. On a ici le projecteur d'étoiles, la machine à bulles, le coussin vibrant. Et à propos de la musique, beaucoup d'enfants apprécient, et c'est bien naturel, de déclencher leur propre musique. Malheureusement, on manque cruellement de solutions actuellement adaptables sur le marché français avec les techniques précitées. Fini ce petit magnétophone à bande, à cassette, qui pouvait être adapté avec le cordon coupe-circuit parce que le jouet est devenu obsolète. Fini ce magnifique lecteur MP3, qui a eu beaucoup de succès, qui est devenu indisponible et qui était l'écoute de ces musiques à partir d'un bouton de lecture, un bouton pour la piste précédente et pour la piste suivante. Alors, ces solutions, elles existent, mais elles ne sont pas importées. Comme ces lecteurs CD, adaptés par la société Enabling Device, ça c'est aux États-Unis. Alors, dans ce cas de figure, deux solutions. La première, c'est de commander en ligne. C'est peut-être pratique pour certains, mais ça n'est pas sans inconvénient, notamment pour le service après-vente, notamment pour ne pas avoir vu le jouet fonctionner avant d'en faire l'acquisition. La deuxième possibilité, c'est probablement de bricoler soi-même. Dans l'esprit des papas bricoleurs et des mamans astucieuses, dont le concours annuel se perpétue au sein du Fab Life animé par Leroy Merlin et Handicap International. Comme ici, ces jouets ont été adaptés par la maman de Chloé, qui était lauréate en 2018 sur le thème des jouets adaptés. Alors, les schémas d'adaptation des papas et mamans bricoleurs sont diffusés sur le site du Fab Life. Un autre exemple qui m'a beaucoup surpris, c'est cet astucieux bricolage réalisé par le papa de Hannah à Béthune, afin qu'elle puisse apprendre à contrôler le déplacement d'une voiture radiocommandée depuis une manette de jeu, avant de se familiariser. Alors là, on voit la manette installée sur le fauteuil manuel pour piloter le jouet, avant de se familiariser à la commande d'un fauteuil roulant électrique. Alors, au-delà du jouet, la relation cause à effet pourrait être recherchée auprès d'appareils fonctionnant sur secteur, à condition d'utiliser des interfaces sécurisées, comme ce boîtier Energize, catalogue Optoys, pour actionner un ventilateur, une colonne à bulles, des appareils électroménagers, pour par exemple participer à la préparation d'un gâteau, participer à la préparation de son jus de fruits. Deux exemples trouvés sur Internet, et si ces adaptations-là sont distribuées, c'est bien la preuve qu'elles ont fait l'objet d'un cahier des charges, c'est aider papa ou maman au jardin avec cet étonnant arrosoir de plantes actionné par contacteur. Deuxième exemple, aider maman ou papa à la cuisine en épluchant des fruits ou légumes. Dans un tout autre domaine, voici le seul appareil photo présent sur le marché français.
Alors, je l'ai sous la main. Il permet de prendre des photos ou vidéos à partir d'un contacteur. Cependant, je suis un peu réservé sur la qualité de cet appareil dont la conception est un peu ancienne, l'écran de petite taille et surtout la fragilité de ce cordon adaptateur. Une traction et c'est le retour en entreprise. Alors, j'aurai l'occasion de vous présenter une alternative un peu plus loin dans cet exposé. Alors, quelques mots à présent sur les contacteurs indispensables à ces activités, que j'appellerai ici les boutons magiques, encore que c'est une maman qui en est à l'origine depuis une mémorable séance avec son enfant. Il existe une grande variété de contacteurs dits mécaniques que l'on choisira en fonction de plusieurs critères. La forme, la dimension, la sensibilité, la robustesse. L'ergothérapeute de votre enfant se fera un plaisir de vous conseiller et Optoy vous propose plusieurs modèles à son catalogue. Dans le cas de contacteurs utilisés à la main ou sur plan de travail, on veillera à la stabilité tout en recherchant le meilleur emplacement. Par exemple, en utilisant une gomme de collage, fixation temporaire, style Patafix ou Blue Talc. Il arrive, comme on le voit ici, que l'enfant laisse la main sur le contacteur. Alors, ça peut être intentionnellement, ça peut être pour des raisons motrices. L'utilisation de contacteurs montés sur des supports inclinés peut, dans certaines situations, d'éviter à avoir à poser la main sur le contacteur et avoir de la difficulté à l'en retirer. Donc, dans cette situation, c'est plutôt le membre, la main, qui s'approche du contacteur disposé verticalement sans avoir à le chevaucher. À l'opposé, certains enfants auront de la difficulté à maintenir l'appui. Quand, par exemple, surpris par l'animation, ils perdent le contrôle du contacteur. Certaines interfaces, qu'on appelle des temporisateurs, vont permettre de prolonger l'animation pendant une durée paramétrable. Donc, la motricité des membres supérieurs est difficilement exploitable. On utilise parfois des contacteurs placés autour de la tête, ce qui nécessite l'acquisition de supports appropriés. Dans certaines situations extrêmes, il m'est arrivé de rechercher à exploiter non pas la voix de l'enfant, mais capter un son de gorge, comme aussi faible que celui-ci. Alors, ces contacteurs deviennent difficiles à trouver. Ils ont été importés sur le marché français. En cherchant bien, on peut trouver, ou en commandant à l'étranger. Nous disposons de solutions qui permettent de reproduire le résultat sur des logiciels informatiques. Là, c'est beaucoup. Et en plus, c'est gratuit. C'est le logiciel EmuClick. Enfin, on me pose la question, et de plus en plus, est-il possible de commander des jouets par le regard? Alors là, c'est possible, mais grâce à une commande oculaire, et ça requiert forcément un matériel informatique. Alors là, les jouets sont brochés en direct sur une petite boîte qu'on va voir juste après, qui s'appelle le Bigi-Toy Box, qui est relié à l'ordinateur. Mais ce qui m'amène à vous parler de la transition entre l'objet réel et sa représentation par l'image. Il existe des applications ou des logiciels qui facilitent cette étape, comme par exemple cette application permettant le contrôle de deux jouets à partir de leur représentation photographique plutôt que pictographique à partir d'une tablette. L'enfant n'a pas besoin de la tablette pour piloter le jouet, il peut le faire à partir du contacteur. Mais on passe là de la représentation de 3D à la représentation en 2D sur un plan horizontal et vertical. Voici le second accessoire qui s'appelle le Bigi-Toy Box qui lui va permettre le branchement de 1 à 4 jouets en USB et sur l'ordinateur. Et l'enfant pourra choisir ses jouets
à partir d'une interface logicielle, soit en mode d'accès direct, c'est-à-dire le pointage tactile, ou le pointage d'un curseur plus un clic, ou en mode défilement. Et déjà, cette application propose le mode défilement 1 contacteur ou 2 contacteurs, 1 pour progresser, 1 pour valider. Alors, nous voici arrivés à l'étape du cartable multimédia. Et ça, c'est une expérience menée avec des familles. Avec l'aide de plusieurs familles, nous avons essayé de définir quels seraient les accessoires indispensables à l'enfant dans son petit cartable. En consultation externe, ils venaient tous avec ce petit cartable, en complément de leurs effets personnels. Alors, dans mon cartable multimédia, on va trouver, bien sûr, un contacteur, mais le contacteur personnel de l'enfant, pour rappeler la possibilité de l'utiliser en tout lieu et pas uniquement en salle de rééducation. Ce que vous voyez là, c'est une interface optionnelle pour brancher le contacteur sur l'ordinateur. Il va reproduire la fonction clic gauche pour les logiciels fonctionnant en mode d'attente d'appui ou les logiciels en mode défilement. Là, je l'ai là. Troisième accessoire, c'est ce microphone. Alors, un microphone MP3, c'est pour l'enregistrement de sons d'ambiance. Par exemple, le chant à l'occasion d'un anniversaire, le carrousel d'un manège à l'occasion d'une sortie, le cri des animaux lors d'une visite à la ferme, etc., etc. Pour récupérer ces fichiers d'ambiance sonore dans les activités multimédia dont je vais parler juste après. Alors, j'y ai mis l'appareil photo, mais je vais vous mettre un peu sur la piste, car un peu plus loin, nous allons voir comment brancher un contacteur sur un smartphone que nous avons tous à portée de main. Dans ce cartable multimédia, on trouvera aussi la clé USB pour le transfert de fichiers entre la maison et l'école, et l'inverse, et vice-versa. Un petit pack de piles, toujours, ça peut rendre service. Surtout quand on utilise des accessoires comme celui-ci. Celui-ci qu'on appelle un bouton enregistreur. Car tous les enfants ont dans leur cartable ce qu'on appelle un carnet de liaison, où les éducateurs au jour le jour mentionnent les messages importants adressés à la famille. Donc, le petit bouton, c'est la solution permettant de prêter un message, on prête sa voix à l'enfant pour qu'il restitue le message arrivé à la maison. Et inversement, j'en ai un sous la main, je ne sais pas si vous allez bien entendre le message. C'est quand même plus intéressant que l'enfant apporte cette information à papa, maman. Demain, il y a un anniversaire, c'est l'anniversaire de Noémie, parce que ça va provoquer une interaction, et peut-être que les parents vont répondre sur le message, ce sera charge à l'enfant de restituer la réponse aux éducateurs. Alors ça, c'est à faire sans modération, et c'est énormément facile à mettre en place. Nous en arrivons aux premières activités informatiques. Que peut-on faire avec un seul contacteur? Les scénarios attente d'un appui. Attente d'un appui, c'est un clic qui correspond au clic gauche. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement, puisque je vous présente un diaporama. Nous allons y revenir. On peut aussi prêter le clic gauche à un enfant, alors que l'aidant va utiliser la souris et faire des commentaires en désignant des items à l'écran. On peut aussi jouer avec des petits jeux adaptés en mode défilement, un contacteur ou deux contacteurs. Il en existe toute une panoplie de logiciels payants ou de logiciels gratuits. Mais pour en revenir aux apprentissages, il existe également dans le cartable de l'enfant, assez souvent, un cahier de vie mis en place par les enseignants, les éducateurs, les rééducateurs avec le concours des familles. Les cahiers de vie sont des cahiers composés de photos et de textes qui racontent le quotidien de l'enfant.
Les cahiers de vie sont des outils précurseurs en communication alternative et améliorée. Les enfants adorent. Que dis-je, les enfants? Le principe du cahier de vie peut être reproduit en cahier de groupe éducatif, voire en version pour les ados, pour les plus grands, en journal d'établissement. Mais les enfants polyhandicapés ne savent pas aller le chercher, ne savent pas le tenir en main, ne savent pas tourner les pages et surtout ne sont pas lecteurs. Alors, les outils multimédia apportent aujourd'hui d'intéressantes perspectives dans ce domaine, à commencer par les logiciels qu'on appelle robustes de communication alternative et améliorée. Vous en avez 3 à l'écran, ici parmi les plus utilisés, MindExpress, Communicator 5 et Grid 3. Mais ma réflexion est la suivante. Trop souvent, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants n'en sont équipés que tardivement, après une longue prise en charge préalable à la constitution d'un dossier MDPH pour les financer. Alors, question, existe-t-il en 2020 des outils simples qui peuvent prétendre répondre à ces besoins de départ afin d'être mis en place le plus tôt possible à domicile et dans l'établissement? Des logiciels que j'appelle solutions tremplin. Eh bien, c'est un travail que nous avons confié à mademoiselle Mélanie Ours dans le cadre de son travail de fin d'études en orthophonie. Il est dommage, je cherche à la contacter, que son site temporairement, je l'espère, disparu, mais son mémoire est à disposition si le sujet vous intéresse. Dans son mémoire, elle définit ce qu'est le projet d'un cahier de vie et elle vous présente les premières applications pour tablettes, Android et iOS permettant de créer des cahiers de vie. On va citer ici Book Creator, Canplan, Pictello et Nikistory. Mais ce sont tous des logiciels grand public, avec un petit bémol pour Pictello. Et dans ces logiciels grand public, ces logiciels vont déroger, ces applications, plutôt à certaines options d'accessibilité recherchées. Alors, dans notre étude, on a repris les travaux de Madame Clairette Charrière, qui est ergothérapeute à la CRAMIF Île-de-France, région parisienne, concernant les possibilités offertes par le logiciel PowerPoint que nous avons étendu à LibreOffice. Alors, voici un exemple de ce que pourrait devenir le cahier de vie d'un enfant contrôlé par un contacteur. Un petit instant, puisque j'active une enceinte Bluetooth, voilà. Voici une première page, exemple, où on voit la photo d'un enfant, un court texte, un bouton de lecture et le bouton pour passer à la page suivante. Éventuellement, sur les conseils ou pas de l'orthophoniste, si l'enfant est candidat à un code pictographique, l'adjonction de pictogrammes, comme ici Boardmaker, ou un Rasac, ou un autre. Avec surtout la vocalisation. Mon petit frère s'appelle Clément. Mon petit frère s'appelle Clément. Il a 6 ans. J'aime bien jouer avec lui. Voilà. Vous venez d'entendre là une voix de synthèse enfant. En situation d'utilisation, la personne clique sur son contacteur, tandis que moi, dans mon PowerPoint, je clique gauche sur la souris. Voici un second exemple qui narre une sortie d'activité. Vendredi, les éducateurs nous ont emmenés au cirque et nous avons rencontré Jumbo. Cette fois-ci, le commentaire sera enregistré par la voix d'un adulte que l'enfant connaît. Et on pourra obtenir ce résultat. Vendredi, les éducateurs nous ont emmenés au cirque. Nous avons rencontré Jumbo l'éléphant. Il était gentil. Il était gentil, Jumbo l'éléphant.
Pas seulement, parce que l'intérêt du multimédia, ce que ne peuvent pas apporter les livres, c'est ceci. C'est associer à l'action du contacteur une vidéo qui rappelle le souvenir vécu. Voilà. Alors sur la dia suivante, j'ai tenté de représenter des boutons flèches, comme sur les anciens tourne-pages, pour accéder à la page suivante ou revenir en arrière. Ce qui fonctionnera en clic sur zone, mais pas en mode défilement. Tout simplement parce que, et ce sont les limites des logiciels grand public, LibreOffice et PowerPoint ne proposent pas de mode d'accès par défilement contrôlé par un contacteur unique. Ce constat nous a conduit à écrire le cahier des charges d'un logiciel multimédia adapté et accessible par contacteur, qui a été écrit par M. Bernard Béville et qui vous est proposé en libre téléchargement sur le site de l'association ID. Et ce logiciel porte le nom de Piccolo. Depuis Piccolo, il sera possible de créer de 1 à 21 boutons, et 21 boutons, c'est déjà beaucoup pour un enfant polyhandicapé, avec la possibilité de les dimensionner, les placer là où on souhaite à l'écran, et un clic droit sur un bouton créé permettra de lui associer des actions. On pourra importer une image, écrire sa légende, définir une action pourra être afficher la photo en mode plein écran, lire un fichier sonore, comme on vient de l'entendre, ou une petite musique, ou lancer une vidéo. Séparément, on peut mettre des actions de navigation. Alors, la navigation permettra de passer à une autre page. Et ça, c'est une arborescence qu'on retrouvera dans les logiciels d'aide à la communication. Ou un bouton pour revenir à la page de menu. Eh bien, à partir de ces quelques exemples de base, quelques actions de base, on pourra consulter un album photo, écouter ses comptines, consulter ses dessins animés, regarder des chansons ou clips vidéo, consulter son cahier de vie dont on vient de parler et les livres de jeunesse dont on va parler juste après, et même commencer, je dis bien commencer, à jouer avec des premiers pictogrammes parlants. En résumé, une véritable mini-chaîne TV qu'on va concevoir en fonction des besoins de l'enfant pour lui apprendre à jouer et à choisir ses images, photos, sons et vidéos. Piccolo est accessible en mode tactile, souris, défilement, utilisant un ou deux contacteurs avec guidance vocale. Alors c'est un logiciel fonctionnant sous Windows qui a été simplifié à l'extrême, alors que PowerPoint ou les logiciels précités de communication robuste sont remplis de boutons parce qu'ils conviennent à des besoins beaucoup plus larges que le polyhandicap. Seule petite difficulté avec un petit bémol, c'est avoir quelques connaissances dans le multimédia, savoir gérer des formats d'images pour les photos, les fichiers son, voix de synthèse ou voix enregistrée, et le format de clip vidéo, ce que tout ado dans vos familles savent faire. Alors, si le cahier de vie comporte des photos, il est intéressant que l'enfant y retrouve des photos qu'il a lui-même prises. Alors, voici la solution qui permet, l'alternative à l'appareil photo de chez BG Adaptationals, qui est d'ailleurs un catalogue rempli de petites merveilles. C'est un contacteur branché, alors excusez-moi pour le paquet de câbles, ici branché sur un adaptateur qui va reproduire, qui est en noir au centre, la touche Enter, qui sur un smartphone Android va correspondre à la touche obturateur. Alors cet adaptateur, sur le dia, c'est un Swiftie, ici c'est un Nenscore, c'est bien la preuve qu'il y en a plusieurs de disponibles sur le marché, est relié au téléphone par un câble OTG, qui est le câble vendu en grande surface pour brancher une clé USB sur votre téléphone. Et l'action sur le contacteur permettra de prendre une photo si on est en mode photo ou une vidéo.
smartphone qu'on a toujours sous la main, que ce soit en établissement, les éducateurs ou les parents. Enfin, autre accessoire utile et bon marché, 79 €, allez, la souris scanner de la société Iris. C'est une souris, j'en ai une sous la main ici, classique USB, qui comporte sur sa fenêtre inférieure un scanner. Quand vous actionnez le bouton sur le côté latéral, vous allez promener la souris sur un livre, sur un album de jeunesse, pour retrouver, et on le voit ici symbolisé sur cette image, la photo directement sur votre écran. Vous la sauvegardez au format image. Voilà une base, une idée pour grossir le panel de solutions accessibles par contacteur unique. Par exemple, voici l'histoire de Bambi avec le texte associé, un bouton de lecture qui peut être lancé au lancement de la DIA et le contacteur déclenche le passage à la page suivante. Dans cette séquence ici, j'avais mis une photo et je n'avais pas mis le texte affiché à l'écran, mais un bouton de lecture associé à l'arrivée de la page et le bouton pour accéder à la page suivante. Certaines orthophonistes utilisent cette technique pour mettre en dessous des images la traduction du texte en FALC, facile à lire et à comprendre, traduit en pictogramme. Eh bien, après la conception d'un premier livre, pourquoi ne pas envisager de choisir son livre au sein d'une bibliothèque? Et alors là, on va passer progressivement de la relation cause à effet à j'effectue mes premiers choix à partir du contacteur. Et des choix importants puisque des choix sans consigne. L'enfant se fait plaisir. Et ce sont des stratégies qu'on va retrouver dans les logiciels d'aide à la communication. Bien évidemment, en disposant les items, comme on l'a vu dans les dias précédentes, dans Piccolo, sous forme d'une arborescence qui va s'approcher le plus fidèlement possible de ces logiciels ou applications d'aide à la communication. Eh bien, j'ai fait le tour du message que je voulais passer. On vous a déjà parlé du service. Le service a vocation aussi de faire des écrits, ce qu'on appelle nos fiches techniques. Elles sont à votre disposition. Elles traduisent tous les points que je viens d'évoquer. Elles sont en libre consultation sur notre site. Elles sont aussi disponibles en abonnement gratuit. Et vous retrouverez un descriptif des actions de APF Lab Hub, basé dans le Nord, sur la pleine image à Tourcoing, mais qui œuvre dans toute la France, et je dirais même, sans prétention, quelquefois bien au-delà, en proposant, nous sommes une équipe composée d'ergothérapeutes et d'orthophonistes qui sont à votre écoute. Quand je dis à votre écoute, je m'adresse ici aux professionnels, aux étudiants et bien sûr aux familles. Nous répondons par téléphone, mail, et nous avons même une prestation de conseil à distance. J'en ai terminé là pour ma présentation, pour vous laisser poser des questions. Excusez-moi si j'ai lu du texte, parce que j'ai essayé d'être concis et de respecter mon temps, ce qui va me permettre aussi de diffuser le PowerPoint que je viens de vous présenter en version PDF, agrémenté de ces commentaires pour une plus large diffusion. Maintenant, je terminerai en disant aussi que la connaissance, les outils dont je vous ai parlé, ce n'est pas une connaissance livresque, c'est une connaissance de terrain. Et sur le terrain, c'est un travail avec les familles, un travail avec les enfants, et aussi un travail avec des personnels compétents que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon cursus. Et il y en a quelques-uns qui sont derrière l'écran aujourd'hui, et je leur adresse un petit bonjour. Merci. Merci beaucoup Thierry Danigo de votre intervention, c'était très très riche. Je vous invite à arrêter les partages d'écran et on va finir la partie dernière avec une échange de questions-réponses. Alors, est-ce que vous êtes là? Je vous ai perdu. Voilà, vous êtes là. Donc, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. C'était très riche.
pourquoi c'est si important la relation des causes à effet? Je pense qu'on recherche avec ces outils-là la possibilité de faire interagir l'enfant pour qu'il puisse se faire plaisir à lui-même dans un premier temps, et surtout pour que l'action produite, parce que les enfants polyhandicapés sont pénalisés au niveau moteur, ils sont pénalisés dans les activités de construction. Là, on leur donne la possibilité d'exécuter un ordre, et ce petit moteur caché dans le jouet qui va traduire une animation, l'animation, elle sera toujours parfaite. Alors, il s'agit de cibler tout ce qui fait plaisir à l'enfant et tout ce qui peut provoquer une interaction sociale. Si on appelait ça les boutons magiques, c'est bien parce que les parents étaient quelque part fiers que leur enfant puisse faire ça, à tel point, et ça faisait le tour des familles, tu vas montrer à parrain, tu vas montrer à tonton. Mais ça, c'était un piège, parce qu'on en fait, on va utiliser cette étape-là que pendant un certain moment. Il ne s'agit pas de garder toujours le même jouet pendant pour longtemps. Il va falloir passer très vite à une étape supérieure. Donc, on ne place jamais l'objectif trop haut pour être quasiment certain de pouvoir l'atteindre afin de franchir une étape supérieure. Quelles seraient justement les étapes? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont pour tout le monde les mêmes? Est-ce que ça dépend vraiment de chaque profil, de chaque personne? Tout enfant, tous les enfants sont différents. Je parle d'enfants, mais je voudrais dire aussi que une question qui, par exemple, pourrait arriver, c'est à partir de quel âge? Oui. Au niveau de l'âge, je dirais, en consultation externe, les familles font une demande. Je dirais que la moyenne d'âge des plus jeunes était de l'ordre de 3 ans. Mais à titre exceptionnel, il m'est arrivé de travailler, je vais m'exprimer en mois, à l'âge de 17 mois. Et il n'y a rien d'étonnant à ça, puisqu'un enfant bien avant les 2 ans d'âge, l'approche de la main sur un jouet tactile dans le parc ou sur le tapis. Donc, par contre, je dis toujours qu'il faut commencer le plus tard possible, parce que si on ne met pas en place des stratégies, les enfants deviennent observateurs de leur environnement à partir des mouvements de la tête, à partir des mouvements des yeux, mais peuvent tomber dans une situation d'accoutumance à une certaine forme de dépendance. Il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai commencé avec des familles, avec des professionnels, beaucoup plus tardivement en âge. L'important, c'est d'en avoir l'idée et de proposer des solutions. Il y a toute une différence entre l'hyper quotidien. On a vu ces appareils qui permettent, je participe simplement à un moment dans la journée, mais c'est important pour moi, je prépare le jus de fruits, je prépare le café pour mes éducateurs en appuyant sur le bouton au bon moment. Ça, c'est du vécu au quotidien, dans les étapes, parce que les familles ont toujours des espoirs qu'ils ne formulent pas tout de suite. C'est souvent autour du polyhandicap l'aboutissement d'une communication plus facile, pas seulement avec les parents qui le comprennent, leur enfant, à partir des mimiques, les mouvements des yeux, mais c'est auprès de l'entourage, auprès des éducateurs et de l'extérieur. Donc souvent, à travers ces outils-là, on vise aussi, nous, en tant que thérapeutes, des objectifs dans le domaine de la communication alternative et améliorée, mais sans viser forcément, surtout pour ces publics-là, d'autonomie. La participation sociale, c'est déjà énorme pour l'épanouissement de ces jeunes. Mm-hmm. Et donc, du coup, vous avez fait une distinction dans votre intervention. D'abord, vous avez beaucoup parlé des outils qui vont aider à travailler ces concepts, cet apprentissage de la relation cause à effet. Et après, vous avez dit, et ensuite, on va travailler les choix. Est-ce que c'est une étape naturelle de pouvoir que l'enfant puisse faire des choix si la personne. Par exemple, la quasi-totalité des aides à la communication, ce sont des panneaux sous forme de grille avec une arborescence. Si l'enfant est limité dans ses possibilités motrices, les cases seraient trop éclairées les unes après les autres et je vais devoir appuyer au bon moment. Si je n'appuie pas au bon moment, je risque d'avoir la restitution d'un message qui ne correspond pas à mon désir. Donc, la relation cause à effet, à partir de toute cette solution, mais sans consigne, basée sur la notion de plaisir, vont préparer ce mode d'effilement pour en arriver
ah ben, je me suis trompé sur mon livre, mais c'est pas grave, j'ai pas déclenché un message mal interprété par l'environnement. Je vais revenir en arrière et peut-être que je vais trouver ce que je souhaite. Mais c'est d'y aller progressivement. Là, j'ai balayé en une demi-heure des étapes qui vont s'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs années pour ces enfants-là. Donc, proposer des activités de mode balayage. Alors, quand je dis balayage, attention, pour moi, c'est très important de tout faire pour en arriver peut-être au second contacteur, celui qui validera la position du premier. Un contacteur pour progresser, un second pour valider. Si on arrive à acquérir cette stratégie d'accès sur des jeux et jouets ludo-apprenants, on prépare la communication alternative et on multiplie les retombées sociales, les acquisitions. Et dans votre expérience, quelle est l'importance de ce cahier de multimédia, d'adapter ça, que l'enfant ou la personne ait ça sur lui? Pourquoi c'est si important? Eh bien, Sarah, je vais vous dire que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Et on n'a pas besoin forcément, pour démarrer tout de suite, de logiciels trop compliqués. J'ai donné l'exemple, PowerPoint, LibreOffice permettent de faire apparaître une image, lui associer un son ou mettre une vidéo. Excusez-moi, je vais vous demander de repréciser. Là, j'étais parti. Non, c'est pour vous, vous savez conseiller vivement d'adapter ce cahier de vie ou d'avoir cette cahier multimédia, cette cartable multimédia. Excusez-moi. Tous les enfants ont chez eux des livres de jeunesse. Tous. Après les livres de jeunesse, il y a les livres de l'école. Après les livres de l'école, à l'adolescence, il y a les magazines. Moi, on m'a demandé d'adapter sous la forme d'un cahier vie des magazines comme Closer. Et après, il y a la presse grand public, les romans, les livres nous accompagnent toute la vie. Les livres, ce sont les livres qu'on a dans notre cartable quand on va à l'école. Chez l'enfant polyhandicapé, le premier livre qui va capter son attention, c'est sa propre vie. Il va reconnaître ses images, ses éducateurs, ses sorties, et c'est en manipulant ces images et en donnant une stratégie à l'ensemble pour s'orienter vers ces logiciels de la communication qu'on peut espérer développer de nouveaux projets. Mais je suis aussi en relation dans le domaine de l'adulte, dans des maisons d'accueil spécialisées. Je trouve important, dans beaucoup de structures, on remet aux jeunes, par exemple, ici, à la fin de l'année, à la période des fêtes, le journal d'établissement, que vont découvrir les parents. Tiens, dans le cartable, dans la petite valise, il y a le journal, on va regarder ça ensemble. Que c'est agréable de se donner l'idée que c'est sur une clé USB et que le jeune, on va lui permettre de le présenter lui-même à la famille, de déclencher les pages et déclencher les actions et peut-être même retrouver des photos qu'il a prises lui-même à l'occasion d'une sortie. C'est de la participation sociale et c'est maintenant offert par les outils multimédia. Alors on le fera beaucoup plus intelligemment avec des outils robustes, mais je veux dire, il y a une faisabilité immédiate en ayant l'idée, parce que le cahier de vie, ça nécessite quand même, c'est pas compliqué, un cahier de vie, c'est des photos découpées, collées sur un cahier format papier. Il faut de la rigueur pour que le cahier soit alimenté régulièrement dans la semaine, deux fois dans la semaine, pour commencer, c'est déjà pas mal. Mais il faut y penser si un cahier de vie n'est pas mis en place. Et pourquoi se poser trop de questions au sujet de justifier un cahier de vie? Parce qu'il n'est pas mis en place dans toutes les structures, puisque c'est un projet qui vient de l'éducation nationale, fait pour aider les enfants à communiquer verbalement dans les écoles maternelles. Justement, Christine Buttener disait la même chose, disait que le cahier de vie était essentiel pour donner l'envie de communiquer. C'est un des commentaires qu'on a sur notre page Facebook actuellement. Donc, justement, ça rebondit dans le même sens. Je salue Christine, qui était co-tuteur du mémoire d'orthophonie dont je vous ai parlé. L'expérience qu'on a fait avec elle dans un établissement, c'était essayer de réfléchir à l'outil qu'on pouvait mettre en place assez rapidement entre des familles et un groupe éducatif, alors qu'il y avait toute l'artillerie
des logiciels puissants, mais un décalage énorme chez ses parents qui venaient placer leur enfant en structure et qui avaient 1000 choses à gérer que l'hyper compliqué au niveau high-tech. Là, on est dans le domaine de l'easy tech. La différence entre easy tech et high tech, c'est vraiment tirer parti de ce que nous offrent les nouvelles technologies et les réhabiller autrement, les représenter différemment pour l'utilisateur, mais aussi pour la personne qui va mettre en place ces activités. Donc, c'est une facilité pour que ce soit sortir un contacteur au quotidien. Au quotidien, ça me paraît important. Trop souvent, l'utilisation du contacteur, elle est occasionnelle. C'est la permanence de l'objet dans le quotidien qui va en faire que les enfants vont apprendre à le maîtriser de plus en plus, mais peut-être aussi, et tant mieux, le réclamer le plus en plus souvent. Il y a beaucoup de familles aussi qui nous suivent sur notre page Facebook et aussi ce soir. Quels seraient les conseils à donner aux familles? Et c'est vrai que c'est très large comme question parce que chaque enfant est différent, chaque personne aussi, les besoins aussi, mais d'après votre expérience, est-ce que, par exemple, pour Noël, les choix des cadeaux ou pour l'accompagnement de ces personnes, quels seraient les conseils à donner à cette famille, essayer de se rapprocher du professionnel pour mieux choisir les cadeaux? Est-ce qu'il a du sens de donner un contacteur comme ça à tout enfant ou pas? Oui, il est tout à fait naturel. Il y a des familles qui sont accompagnées par les professionnels, il y a d'autres familles qui ne le sont pas. Ouais. On va en tenir compte. Maintenant, les professionnels n'ont pas toujours appris pendant leurs études, ils apprennent sur le terrain, c'est très clair. L'important, c'est d'être à l'écoute des demandes et ne pas faire la sourde oreille en se disant « mais je ne veux pas savoir que ça existe, ça ». Il y a des gens, ça en est comme ça, la technique leur fait peur. Donc, pour les mettre en relation avec des gens comme nous, qui avons la chance, nous avons la chance de pouvoir travailler sur cette terre-là, pour répondre à la demande des familles, mais aussi aider les professionnels à mettre en place. Il y a toujours des choses à mettre en place à partir du moment où on parle de participation sociale. Rapidement, très rapidement, une anecdote dans une séance où aucune de mes sollicitations marchait. C'était un enfant polyhandicapé avec cécité corticale. Et la maman, très doucement, d'une voix très gentille, très douce, m'a dit « Vous permettez, monsieur ?» Elle me faisait signe pour prendre en main mes outils. Elle a pris un petit contacteur comme ça, elle l'approchait au niveau de la joue de l'enfant et elle l'actionnait elle-même, elle lui faisait écouter la musique et l'enfant entendait le clic. Elle l'invitait progressivement à faire un mouvement qui était imperceptible, mais je l'ai quand même bien vu. L'enfant a été vers le bouton que tenait sa maman. Et ça m'a beaucoup touché parce que l'enfant réagissait à la voix d'une personne qu'il connaissait. Moi, il ne me connaissait pas, il me rencontrait en consultation externe. Donc, j'ai admiré le réflexe de cette maman de le porter dans son champ de vision au niveau de la joue. Quand on place un contacteur, il ne faut pas toujours le mettre trop haut, là où l'enfant ne sait pas qu'il existe. Donc, il y a tout à inventer parce que chaque enfant est un cas particulier, mais il y a quand même énormément de stratégies qui ont pu fonctionner avec d'autres enfants qui nous laissent espérer qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Nous avons une question peut-être un peu précise, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, c'est d'Aurélie Vandom qui demande pour un enfant polyhandicapé de 8 ans qui débute la notion de la relation cause à effet, quel logiciel serait le plus adapté? Elle demande, je ne sais pas si vous pouvez comme ça donner une réponse. Alors, le thérapeute que je suis va poser beaucoup de questions pour définir le cadre, et c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Avant de répondre sur quel logiciel, je dirais, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui devra être présent à l'écran? J'ai donné l'exemple du cahier de vie où on part du quotidien. Ben, on va photographier le sapin de Noël, on va photographier le papy, la mamie, on va créer des interactions qui ne peuvent que plaire à l'enfant. On espère. Donc, trop souvent, les logiciels sur lesquels j'étais très vite dans la partie logiciel adapté ludo-apprenant, c'est que les logiciels, ils sont paramétrables
au niveau de l'interaction vis-à-vis de ce qui est proposé dans le logiciel, mais ils ne sont pas personnalisables par rapport au contenu de l'enfant. Donc, j'ai donné l'exemple de PowerPoint parce que c'est un logiciel grand public, mais non adapté. Avec un seul contacteur, on ne pourra que tourner les pages. Si on veut progresser, il faudra faire autre chose que tourner les pages dans un ordre programmé. C'est bien pour ça qu'on est abouti sur le logiciel Piccolo. Et en dehors de cette solution-là, il y a des logiciels beaucoup plus dits robustes, mais qui nécessitent un investissement, l'utilisation de matériel complémentaire et qu'on va retrouver dans les établissements. Donc, je veux bien répondre en particulier par rapport à cette demande-là, mais en creusant un petit peu où est-ce qu'il en est ce jeune, quels sont les contenus présents à l'écran. Mais encore une anecdote, parce qu'il n'y a que les anecdotes vécues qui montrent les choses reproductibles. Une maman me montre sur catalogue une console, alors c'est vieux parce que je vais dire du Nintendo. Monsieur, j'aimerais adapter pour Vincent, polyhandicap, un seul contacteur et à la tête, une console Nintendo. Vous me ferez bien l'adaptation, monsieur Danigo. En tant qu'ergothérapeute, que les jeux Nintendo n'étaient pas adaptés pour Vincent, qui ne regardait même pas toujours bien l'écran, mais qui interagissait avec les sons. La séance suivante, elle m'apporte la console Nintendo. Thierry Danigo a dû forcément faire l'adaptation. Et la séance suivante, je me dis, ça va être une catastrophe. Monsieur Danigo, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, En fait, Vincent, à force d'appuyer sur le bouton, il finissait par faire un strike. Et alors, c'était dans une famille où il y a du rassemblement d'enfants pour chacun son tour. Maintenant, il y avait Vincent, il fallait lui faire son tour à Vincent, avec son contacteur. Papi, mamie, Vincent a fait un strike. Et c'était la fête dans la maison. Et Vincent, il hurlait de joie. C'est ça, la participation sociale. Maintenant, si avant l'expérience, je n'aurais pas pu diagnostiquer ça, c'est du retour d'information famille. Donc, l'importance vraiment du plaisir, d'essayer de trouver quels sont les plaisirs pour travailler et d'appliquer tout ça pour que ce ne soit pas théorique ni trop lent pour l'enfant ou la personne. Hein. C'est énormément en discutant avec la famille, donc il faut qu'il y ait une connivence, une simplicité avec Christine en consultation, les premières consultations, on les faisait en binôme, on ne faisait pas raconter 2 fois la même histoire aux patients, à la famille. Nos premières questions, c'était de rassembler à quoi l'enfant est perceptif dans sa famille, ce qu'il aime, et comment les parents interprétaient le oui, le non, mais souvent avec les mimiques. Les mimiques, les parents les comprennent très bien. Dans un processus d'aide à la communication, il faudra sortir de la compréhension de ceux qui connaissent la personne, d'où ces stratégies d'aide à la communication. Donc, beaucoup creuser autour de l'anamnèse, la connaissance du jeune et de son environnement social, de sa famille. Les consultations externes, je tiens à le préciser, et ça à l'APF, on a pu le faire, c'était aussi les visites à domicile. Et quand on va à domicile, on découvre les choses tout à fait autrement. Merci beaucoup Thierry Danigo, c'est passionnant et de vous écouter. Vous êtes un professionnel passionné qui nous emporte avec votre passion dans la thématique. Dommage qu'une heure s'est passée si courte. La présentation sera disponible pour tous. On va le mettre sur notre blog optoys.fr à libre disposition parce qu'elle était très riche avec plein d'astuces, plein de pistes et des bonnes références. Aussi dire que la vidéo sera un replay aussi sur notre page Facebook et également sur YouTube. Dire que pour toute besoin spécifique, justement APF, Lab, le Hub est disponible. Vous savez donner dans votre présentation l'information. Vous faites des consultations, donc voilà, vous faites de l'accompagnement. La page, ma collègue Marianne va la mettre, c'est lehub.apflab.org. Et je vous remercie sincèrement de votre temps, de votre passion, de votre travail, de votre implication. C'est toujours passionnant de vous écouter. Eh bien, moi, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes à ce live en leur disant un petit au revoir, en leur souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte actuel et en disant prenez soin de vous et prenez soin des jeunes. Merci à vous tous, nous sommes à votre disposition. Vous savez comment nous joindre à partir de notre site.
Merci beaucoup à vous, Thierry Danigo, en tant que professionnel, mais également APF Lab, les hubs et aussi APF en général, pour votre travail, pour votre mission qui est vraiment qui fait beaucoup de bien et qui a tout son sens. Dire que aussi sur notre page optoys.fr, vous savez des outils, beaucoup des outils qui étaient dans la présentation de Thierry Danigo. Sur la page Optoys, en page d'accueil, vous savez une sélection cadeaux polyhandicap et vous allez retrouver certains. Et aussi, pour les personnes qui sont inscrites, vous allez recevoir demain une petite surprise à votre adresse email. Donc voilà. C'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, on aura une nouvelle invitée, une psychomotricienne. Et ça serait sur Instagram Live pour vous donner des conseils, des astuces pour accompagner vos enfants et avec des activités pendant l'attente de Noël. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci encore, Thierry Danigo, de votre intervention. Ça va? Oui. Un petit cadeau aussi, moi, c'est en invitant les lecteurs sur la thématique à consulter notre publication du mois de décembre, qui Alice, qui est derrière son écran aussi, est en train de nous préparer ça. Vous retrouverez une application logicielle qui permet de jouer de la musique à partir des mouvements de la tête chez les enfants polyhandicapés. Donc, c'est tout ça pour dire que tous les écrits, s'il y a des questions qui se rapportent à cet exposé, font l'objet d'écrits. Ce sont nos fiches techniques. Donc, ce logiciel est gratuit. Il a été mis au point par un ergothérapeute aux États-Unis, en collaboration avec des psychomotriciens qui ont cherché à faire participer des enfants dans des clubs de percussion de musique, des jeux de psychomotricité. Le logiciel, c'est un petit cadeau pour les jeunes. S'appelle OMI. Il y avait la fiche descriptive dans notre numéro de publication mois de décembre. C'est super. Merci beaucoup. Désolée, je ne vous avais pas vu. J'étais sur la page Facebook en train de regarder les commentaires et je viens de voir que vous avez fait coucou. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous et merci encore. Au revoir. Au revoir.